Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les actualités économiques. Madagascar recevra d'importants financements de la Banque mondiale. Selon un économiste, ce financement permettra d'accélérer la mise en œuvre des grands projets gouvernementaux inclus dans la politique générale de l'État. Détails sur les images de Radraman Nzatou. 4 milliards 130 millions de dollars. C'est le montant alloué par la Banque mondiale à Madagascar pour financer les programmes d'investissement de la banque à Madagascar. La raison en est la conviction de la capacité de diriger et la volonté du président de la République Andry Rajoelina d'apporter le développement, a déclaré la vice-présidente de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa. Des projets liés à la politique générale de l'État seront financés. Les PTF, surtout particulièrement la Banque mondiale, s'est orienté, s'est aligné à la politique générale de l'État qui est donc constituée par les trois piliers, dont la bonne gouvernance, l'industrialisation et le capital humain. Donc si nous observons bien, historiquement, dans l'histoire économique et l'histoire même de développement de Madagascar, c'est quand même exceptionnel parce que si avant les PTF ne finançaient pas tellement tout ce qui concerne le social, maintenant, grâce à la négociation du président de la République et grâce à son politique générale de l'État, nous voyons bien que nous orientons de plus en plus vers une politique qui est axée directement sur les besoins, même primaires de la population. Là-dessus aussi, quand on observe bien, il y a l'industrialisation. Depuis tout ce qu'on concerne l'économie, donc, on regarde plutôt l'aspect global des financements, mais ça n'a pas tellement d'impact sur l'industrialisation, par exemple, ou toute activité économique. Cette fois-ci, Madagascar va pouvoir profiter d'un financement qui aura un impact direct auprès des opérateurs économiques. Par la suite, nous avons la bonne gouvernance, qui est constituée par plusieurs gammes de projets, et qui sont directement liés à tout ce qui concerne la digitalisation et la modernisation de l'aspect gouvernance du pays. 100 millions de dollars de cette allocation seront versés directement au Trésor public cette année. Cela fait partie du DPO ou Opération à l'appui des politiques de développement. Dans la page sociale, les femmes détenues de la prison d'Antanmour ont été dotées de matériel de coiffure et de cuisine de la part de la ministre de la Justice dans le cadre de la mise en œuvre du pilier numéro 1 de la PGE qui porte sur le capital humain. Les détenus sauront ainsi que faire à leur sortie. Les autorités pénitentiaires appellent également les entreprises à les embaucher. Détails sur les images de Yves Chanel. Plus de 500 femmes sont actuellement incarcérées à la prison d'Antanmour. Leur suivi commence dès leur entrée. Ainsi, la fiche individuelle qu'elles doivent remplir permet de savoir quelle formation peut leur être dispensée. Effectivement, la prison n'est pas seulement un lieu de punition, mais aussi un centre de réhabilitation. À cet effet, des formations leur sont dispensées, notamment des cours de coiffure, de cuisine, de couture, d'artisanat. Ces formations durent de 1 à 6 mois. Les détenus peuvent suivre plusieurs formations, mais elles sont obligées d'en terminer une avant d'en entamer une nouvelle. Aujourd'hui, la ministre de la Justice, Randjamanatena Soulinde Boulatine, est venue voir les prisonnières et leur a remis des matériels de coiffure et de cuisine pour leur formation. Par ailleurs, la prison d'Antanmour est en cours de rénovation et un terrain de foot a été construit dans le quartier des hommes. Ce sont les détenus eux-mêmes qui sont en charge de cette réhabilitation. Et suite à l'affaire de l'assassinat d'un opérateur à Berivcha 55 Maevatanan, 2 des accusés ont été mis sous mandat de dépôt à Maevatanan après avoir avoué leur crime. Un autre a obtenu la liberté provisoire après avoir comparu devant le tribunal hier. Jusqu'à aujourd'hui, 7 personnes sont sous les verrous dans cette affaire. Andoniana Martina, Nzaranjansu. Hier lundi, 3 autres personnes impliquées dans l'affaire d'assassinat de Din Andjiatsaramasu, un opérateur de Berivcha 5/5, district de Maevatanan, le 6 janvier dernier, ont comparu devant le juge. Selon les informations, ces bandits ont avoué leur crime.
Durant l'enquête et à l'issue de cette enquête également, ces bandits ont avoué que c'est un autre opérateur, concurrent, qui les a payé 10 000 $, pour assassiner Dean. Cet opérateur a été mis sous mandat de dépôt le 22 janvier dernier avec 4 autres complices, impliqués également dans cette affaire. Sur les 3 personnes présentées devant le tribunal hier, 2 ont été mis sous les verrous si l'un a obtenu une liberté provisoire. Selon nos sources, cet homme qui a obtenu une liberté provisoire aurait participé directement à l'assassinat de Dean, ce qui laisse les observateurs perplexes face à cette décision. Certaines personnes craignent même qu'il a eu des pressions pour que cet homme obtienne une liberté provisoire. Jusqu'à aujourd'hui, 7 personnes ont été mises sous les verrous suite à cette affaire d'assassinat dans le district de Ma'aviatanan. L'on attend leur jugement. La famille de l'opérateur assassiné espère un jugement juste et souhaite que les auteurs de cette sauvagerie aient des sanctions lourdes. Et puis, 1885 personnes sont sinistrées dans le Fuktani Anjefan Mananzar, dans le 4e arrondissement, suite à la montée des eaux due aux fortes pluies dans la capitale. La majorité de ces personnes ont contracté des maladies. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé publique procède à des consultations gratuites et leur fournit des soins de santé gratuits. Et également, le ministre de la Santé publique s'est rendu sur les lieux hier pour constater de visu le processus de prise en charge de la santé de ces personnes sinistrées. Ratra Mananzatouf. Le Fukuntan d'Anjefani Mananzar, dans le 4e arrondissement, compte 1885 personnes sinistrées, réparties dans 354 ménages en raison de la montée des eaux suite aux fortes pluies dans la capitale ces derniers jours. Ces sinistrés ont été déplacés provisoirement dans le Tchanpukunul de ce Fukuntan. La plupart d'entre eux ont contracté des maladies telles que la grippe, les toux, les rhumes, mais aussi les maladies diarrhéiques. Ainsi, l'équipe du ministère de la Santé publique a pris l'initiative de prendre en charge les soins de santé de ces sinistrés, et cela gratuitement. De nombreux enfants qui n'ont jamais été vaccinés depuis leur naissance ont également été vaccinés. Le ministre de la Santé publique s'est rendu sur les lieux pour constater de visu le processus de prise en charge sanitaire de ces sinistrés ce lundi. Toujours dans ce contexte, le dernier bilan du BNGRC fait état de 12 personnes décédées et 9 portées disparues, ainsi que 9 392 sinistrés suite aux fortes pluies de ces derniers jours. Fadjessena Mireille pour plus de détails. 12 personnes sont décédées suite à des fortes pluies sur la majeure partie de l'île depuis le 6 février dernier, 2 à Antananarivo, 2 à Mandout, 2 à Beninch, 3 à Feneri-Vest et 1 chacun à Tsaratanan, Marwantsech et Vatmanj. 9 personnes sont portées disparues jusqu'à présent, dont 2 à Feneri-Vest, 4 à Beninch et 1 respectivement à Madzang, Vavaten et Vatmanj. Par ailleurs, 9 392 personnes sont sinistrées, réparties dans 2 886 ménages. 4 455 parmi eux ont été déplacés dans 12 sites d'hébergement, répartis dans 1044 ménages, selon le dernier bilan publié par le Bureau de gestion des risques et des catastrophes. Outre des dégâts humains et matériels, plusieurs infrastructures ont été également endommagées suite à ces fortes pluies successives, notamment 40 salles de classe complètement détruites et 9 147 hectares de rizières inondées. 6 régions ont été les plus durement touchées par cette passage d'intempéries, à savoir Analamang, Analandirouf, Bouin, Atsnanan, Atsimojefan et Vaknakarach. Et puis le cyclone tropical Eleanor ne touchera pas Madagascar selon le service de la météorologie. Néanmoins, les fortes pluies pourraient reprendre ce week-end, toujours d'après les explications. Toujours un reportage de Fadjessena Mireille. Le cyclone Eleanor se déplace vers l'est, loin des côtes de Madagascar. Selon le service météorologique, il n'aura pas d'impact direct sur les conditions météorologiques dans le pays. Ainsi, les précipitations seront réduites au cours des 2 prochains jours et il n'y aura pas de risque de formation d'autres tempêtes cette semaine, selon toujours les explications. Par ailleurs, selon toujours les prévisions, les fortes pluies pourraient reprendre ce week-end. Éducation à présent, les dates des examens officiels du baccalauréat pour cette année scolaire 2023-2024 sont sortis officiellement selon un communiqué émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Natera Koutmaaf pour plus de détails.
Les dates officielles des examens du baccalauréat pour cette année 2024 dans toute la Grande Île sont sorties officiellement la semaine dernière à travers un communiqué émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'après l'arrêté numéro 330-2024 fixant les dates des examens du baccalauréat pour les catégories du baccalauréat général, du baccalauréat technologique, professionnel et technique pour cette année 2024, voici ces dates. Pour la catégorie baccalauréat général, les épreuves se tiendront les 22, 23, 24, 25 et 26 juillet 2024, soit une durée de 5 jours. Pour le baccalauréat technologique, professionnel et technique, l'examen durera 15 jours et se divise en 2 parties. La première partie se tiendra les 22, 23, 24, 25 et 26 juillet 2024, en parallèle avec l'examen du baccalauréat général. La deuxième partie aura lieu les 29, 30, 31 juillet et se terminera le 1er août 2024. Les inscriptions ont débuté le 13 février dernier et se termineront le 26 avril 2024 à 18 h. Les registres d'inscription sont disponibles au niveau des universités dans toute la Grande Île. Et on passe à présent aux actualités internationales. Attaquer la ville de Rafah, c'est commettre un carnage, estime Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier français, qui explique que cette ville est le dernier centre urbain de la bande de Gaza, pas détruit intégralement par l'armée israélienne. France 24. En fait, elle est très particulière, cette ville de Rafah, parce que c'est le dernier centre urbain de la bande de Gaza qui n'a pas été détruit quasi intégralement par l'armée israélienne. C'est pour ça qu'ils sont réfugiés une grande partie de la population, parce que sur tout le reste de la bande de Gaza, sur les 3/4 maintenant, les infrastructures n'existent quasiment plus. Il y a plus d'un immeuble sur 2 qui est détruit. Donc aujourd'hui, attaquer la ville de Rafah, c'est commettre un carnage. Et au fond, l'annonce de Benny Gantz de dire si avant le 10 mars, on n'a pas libéré les otages, l'armée israélienne lancera son offensive, c'est aussi une manière de dire qu'il ne la lancerait pas avant le 10 mars. En fait, il donne un délai supplémentaire pour éviter cette offensive, parce que Benny Gantz, qui est l'ancien chef d'état-major des armées israéliennes, sait parfaitement en tant que militaire que déclencher une offensive dans ces conditions sur un camp de réfugiés où se sont pressés les 2/3 de la population de la bande de Gaza, ce serait commettre un carnage. Est-ce qu'elle est stratégique pour autant? Pardon de répondre non. Pour ce qui est du Hamas, de toute façon, une organisation terroriste ne se détruit pas avec une offensive militaire. Le Hamas, au contraire, se nourrit de ces violences. Par contre, Israël veut sans doute, en tout cas le gouvernement Netanyahou, achever la destruction de la plupart des infrastructures de la bande de Gaza pour la rendre inhabitable. Le grand risque maintenant, c'est qu'à un moment, il y ait une brèche sur la frontière avec l'Égypte et que, évidemment, les Palestiniens votent avec leurs pieds et s'enfuient. Or, au fond, c'est ça que cherche Netanyahou, c'est vider la bande de Gaza des Palestiniens sous couvert de lutter contre le Hamas. Et à quelques mois des Jeux Olympiques, la Dame de Fer est fermée en raison d'une grève reconductible. Les syndicats accusent le maire de Paris, qui gère la quasi-totalité de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, de mauvaise gestion. France 24. Il rêvait de monter à son sommet, mais ses touristes resteront bloqués à ses pieds. La Tour Eiffel est fermée en raison d'une grève reconductible, à la grande déception de ses visiteurs. C'est vraiment dommage parce qu'on est là seulement 3 jours et on ne va pas pouvoir monter. Les organisations syndicales de la société d'exploitation de la Tour Eiffel veulent renégocier les montants de la redevance, les prix d'entrée au site et les budgets des travaux, car selon elles, la mairie de Paris, actionnaire à 99% de l'entreprise, impose un modèle financier instable. Les recettes seraient surévaluées et les dépenses des travaux minimisées. Un déséquilibre dans les comptes accentué par la crise du Covid-19 qui a privé la société de plus de 100 millions d'euros. On a vraiment l'impression que dans les années à venir, la ville veut vider les caisses de l'entreprise. La ville, là, a déjà fait passer la redevance de 8 à 16 millions par an. Maintenant, on veut faire passer la redevance de 16 millions à 50 millions par an, ce qui représente plus de 40% de notre chiffre d'affaires brut. Pour financer cette redevance, une augmentation de 20% des prix des billets est envisagée. Autre reproche fait à la mairie, la dégradation inquiétante du monument vieux de 135 ans. Ascenseurs vétustes, corrosion, les syndicats réclament la création d'un fonds de dotation spéciale pour restaurer
et mieux conserver la Dame de Fer. Une nouvelle assemblée générale est prévue ce mardi pour décider de la suite à donner au mouvement. Le célèbre lanceur d'alerte Julian Assange, emprisonné au Royaume-Uni, va jouer une de ses dernières cartes. La Haute Cour de justice de Londres doit trancher pour savoir s'il peut, oui ou non, faire appel de son extradition vers les États-Unis qui veulent le juger pour une fuite massive de documents. France 24. Julian Assange se fait connaître du grand public en avril 2010. Le site que le lanceur d'alerte australien a fondé, Wikileaks, publie cette vidéo. Une bavure de l'armée américaine en Irak, où des civils et 2 journalistes de l'agence de presse Reuters sont tués. 700 000 documents confidentiels sont révélés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il est clair que cela aidera à comprendre à quoi ces 6 dernières années de guerre ont ressemblé. Et cela montrera que le cours de la guerre doit changer. La plupart de ces documents ont été récupérés grâce à Chelsea Manning, ancienne militaire américaine, condamnée depuis à 35 ans de prison pour espionnage. Avec ces révélations, Julian Assange entre dans le collimateur de Washington. 10 jours avant, une enquête pour viol et agression sexuelle sur 2 femmes est ouverte contre lui en Suède. Julian Assange a toujours nié et par crainte d'être extradé, il obtient en 2012 l'asile politique à l'ambassade d'Équateur à Londres. En parallèle, Wikileaks continue son activité et publie en pleine campagne présidentielle américaine de 2016 des mails préjudiciables au Parti démocrate d'Hillary Clinton. La situation se complique pour Julian Assange en avril 2019. Après 7 ans de vie reclus dans l'ambassade d'Équateur, le pays cesse de lui accorder sa protection. Il est immédiatement arrêté par la police britannique. Les poursuites contre lui sont finalement prescrites en Suède, mais la justice américaine l'inculpe pour espionnage suite à la publication de documents secrets. En juin 2022, le gouvernement britannique accepte la demande américaine d'extradition. Le droit de faire appel lui est refusé, mais 2 magistrats britanniques vont examiner cette décision de la Haute Cour de justice de Londres. Pour l'actuel rédacteur en chef de Wikileaks, une éventuelle extradition aurait des conséquences graves pour les lanceurs d'alerte. Si un citoyen australien publiant en Europe peut être condamné à une peine de prison aux États-Unis, cela signifie qu'aucun journaliste, où qu'il soit, y compris vous dans cette salle aujourd'hui, n'est en sécurité. Depuis sa création en 2006, Wikileaks a publié plus de 10 millions de documents en partie confidentiels. Si Julian Assange n'obtient pas gain de cause devant les magistrats britanniques, il aura épuisé tous les recours possibles au Royaume-Uni contre son extradition aux États-Unis où il risque 175 ans de prison. Mais ses soutiens ont indiqué qu'il se tournerait alors vers la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Le Dindon. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.